croyaient s'élever un peu plus en travers de la vallée, ce mur de béton qu'ils construisaient. Ils étaient là depuis des mois, ces centaines d'hommes mécanisés à faire leur bruit infernal et à dompter la nature. Chaque jour, sans cesse, leurs machines gigantesques tournaient, pétrissaient la matière, broyant le roc, transformant la montagne en béton et le mur en barrage. Par leur labeur et leur volonté, un coin de France comme les autres allait se transformer en quelques mois en un fantastique réservoir d'énergie. Des millions de nouveaux kilowattheures qui iraient grossir la production française, aider à développer de nouvelles industries et accroître le bien-être du pays. Il y avait 5000 personnes qui travaillaient sur le chantier du barrage et sur les chantiers des centrales qui sont maintenant alimentées par ce barrage. 5000 personnes pendant 5 ans. On a mis en œuvre plus de 600 000 m3 de béton. On faisait venir le ciment par téléphérique depuis la gare de Bourg-Saint-Maurice jusqu'à ici. On a concassé des matériaux pris dans une carrière au fond de la retenue de Tignes. Donc on a fabriqué le béton sur place. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque de la construction du barrage. C'était peu après la guerre, il fallait reconstruire et on avait besoin d'énergie. Et on s'est tourné naturellement vers l'énergie hydroélectrique disponible sur notre sol et qui a comme nature d'être perpétuellement renouvelable. Au moment de la mise en service du barrage et des centrales qui l'alimentent, la puissance installée de l'ensemble représentait 5% de la puissance totale française et à peu près aussi 5% de la consommation française du moment. C'était considérable. Voilà quelques éléments pour dire un petit peu la taille et l'extraordinaire travail que ça a représenté il y a 40 ans. Tignes a été considéré comme un site extraordinaire pour un barrage. Et on a complètement oublié qu'il y avait une population, enfin on n'a pas oublié complètement, enfin on ne les a pas noyés tout de même, mais on les a considérés comme une quantité négligeable. Alors précisément, avant-guerre, du temps où les projets étaient des projets de sociétés privées, est-ce que déjà la population de Tignes s'était un peu inquiétée de ces projets? Est-ce qu'elle avait déjà réagi contre les premiers projets d'installation de barrages? Elle s'est toujours inquiétée. Et elle a fait toutes les démarches possibles, soit sur place, soit à la préfecture, soit à Paris, pour essayer de faire en sorte que la population puisse rester à sa place. Parce que, bien sûr, le problème était très difficile et très délicat, épineux, parce qu'on n'a pas trouvé d'emplacement pour les reloger, comme on a fait par exemple sur le barrage La Durance à Savines. On a déplacé le village de 500 mètres, et puis on leur a fait un village tout neuf, et ils ont eu un site lacustre, et en plus de leur campagne qui était restée à peu près intacte, alors qu'on avait noyé que les marécages, ou à peu près. Et tandis qu'à Tignes, on n'a pas trouvé d'espace pour leurs troupeaux, principalement. Ils se défendaient, mais ils se défendaient en ordre dispersé. Ils m'ont donné l'impression de ne pas être organisés pour une défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous voulez aller construire une centrale quelque part, croyez-moi, vous allez vous heurter à une défense organisée et qui, bien souvent, prendra le pas sur la volonté d'un gouvernement, par exemple. Puis ça peut exister, c'est des situations qui maintenant peuvent se renouveler assez souvent. Et à l'époque, elles étaient pratiquement impensables. Dans quelques semaines, ce village sera mort, englouti à jamais sous 160 mètres d'eau. Ainsi prendra fin une vieille lutte. Lorsqu'il y a 6 ans, les habitants de Tignes apprirent qu'on voulait noyer leur village pour construire un barrage, ils ouvrirent les hostilités. D'un côté, les techniciens qui promettaient 550 millions de kilowattheures, de l'autre, un groupe de rudes montagnards décidés à aller jusqu'au sabotage des travaux pour rester chez eux. Non seulement on s'est inquiété quand on a vu monter le barrage, mais il y a eu de la résistance. Dissimulé, larvé, personne n'a jamais été compromis, mais on a même sorti des armes. Il y a eu, je crois, des sabotages. Une veille de 15 août, on a fait sauter les premières installations à l'emplacement même du barrage. On a pris toutes les précautions qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de victimes.
Mais on avait pris des précautions aussi de sécurité pour qu'on ne soit pas dérangé. Et on a cassé à la masse tous les premiers transfos, les premiers appareils qui étaient sur l'ancien pont de Tignes, là où exactement il y a le barrage. Au pied de son barrage, Tignes a commencé sa lente agonie. Il a fallu mettre à l'abri les récoltes, déménager le mobilier des maisons les plus proches. Mais pour précipiter l'évacuation, une véritable occupation du pays par les CRS devait être organisée. Sous la direction du préfet de Savoie, M. Abeille, on procéda aussitôt à l'enlèvement des meubles et des archives devant le maire impuissant. Ils sont arrivés avec 300 CRS, ils ont descendu les cloches du clocher, ils ont pris tous les papiers de la mairie, ils ont descendu aux bruyères. Aux bruyères, c'est en dessous, vous savez où c'est les bruyères. Et les CRS nous ont gardés jusqu'à la fin. Ils nous ont occupés avec plusieurs CRS, des centaines de CRS. Ils ont occupé les prés, retourné les prés au bulldozer et tout. Et ils ont quand même construit. Alors à mesure que les murs montaient, ben nous on ne voulait pas partir. On a vécu dans un village tranquille où on n'était pas... il n'y avait pas de police. Alors se trouver avec une section de CRS, ben, croyez-moi que c'était pas drôle de voir ces... Non. Puis écoutez, là, je préfère pas trop m'étendre là-dessus, parce que c'est pas la peine de remémorer des pensées de cette époque-là. L'épilogue est proche. Les cloches de la petite église ont sonné pour le dernier mariage dans le village condamné. Les élections municipales ont conféré à ces gestes pourtant bien classiques une amère saveur de triste plaisanterie. Comme dans les histoires d'autrefois, la dernière classe a laissé au cœur des petits écoliers l'impression confuse qu'il venait de se passer quelque chose de grave, de définitif. Administrativement, Tignes est déjà mort. J'ai pris ma voiture, j'ai suivi la voiture du sous-préfet, on est arrivé sur la place de Tignes. Tous les habitants, évidemment, étaient au courant. Disons, quand je dis tous les habitants de Tignes, oui, c'était à peu près 60 ou 80, quoi. Et nous sommes montés dans la mairie, et là, la foule a emboîté le pas, ça débordait dans les escaliers, et le sous-préfet a donné lecture de l'arrêté par lequel la commune de Tignes administrativement était rayée de la carte, et que son nouveau chef-lieu se trouvait désormais au Boisse. Enfin bref, c'était la fin de Tignes. Il disait, c'est pas possible, le bon Dieu, il y a encore trop de gens qui vont à la messe, le bon Dieu ne nous laissera jamais faire ça. Voilà ce qu'il y en a qui disaient. Et c'est ceux-là qui continuaient à travailler et pas y croire. Bien, personne ne voulait évacuer, alors ils ont presque évacué de force. L'eau était dans les maisons, ils ont reculé les camions, ils ont chargé les gens dans les camions et c'était la guerre. Oui. Et les gens étaient gardés par les CRS comme des ennemis, Et à mesure que l'eau montait, dès que l'eau touchait une maison, les mines étaient préparées. Si les gens ne voulaient pas sortir, il y a eu plusieurs cas où les CRS les ont sortis de force et montés sur les camions s'ils voulaient. Et une demi-heure après, la maison était en l'air, devant eux. Et ça a été vraiment très dur. La fin de Tignes, le village qui ne voulait pas mourir, est désormais toute proche. Et avant l'inexorable montée des eaux, les hommes ont commencé leur travail de destruction. Une à une, les maisons de Tignes ont été écrasées sous le poids des bulldozers. Moi je pense qu'au lieu de faire venir des CRS, EDF et l'État français auraient été mieux inspirés de faire venir des gens pour informer, expliquer et tenter de convaincre en disant que le barrage était une nécessité et donc c'était pas en s'opposant violemment et que cela pouvait changer les choses, mais en essayant de les préparer à une reconversion au fait auquel elles n'ont jamais été préparées. Moi j'ai assisté un jour,
Parce qu'il faut, je vous l'ai dit, nous étions au mois de mars, il y avait encore pas mal de neige. Pour aller jusqu'au cimetière, il a fallu dégager la route avec un bulldozer de l'EDF. Et ce jour-là, les tignards se sont opposés à... Ils se sont mis devant le... Ils ont... Un des plus costauds, je ne vais même pas citer son nom, parce qu'il est toujours en vie, est monté de force, il a pris le chauffeur du bulldozer par les épaules, il l'a posé par terre, il dit, vous n'irez pas plus loin, quoi. Et ce jour-là, ils n'ont pas ouvert la route. Par contre, le lendemain, ils ont réussi à l'ouvrir. Enfin, je vous dis, c'était des péripéties, tout ça. C'est autour du cimetière que les controverses ont été les plus vives. Vous nous expulsez, disaient les tignards, laissez au moins nos morts tranquilles. Malgré tout, la route du cimetière a été dégagée. Dans cette macabre affaire, le cœur et la raison sont entrés en lutte autour même des tombes. Les camions militaires ont emporté hors de la vallée maudite les archives et le mobilier administratif. On a l'impression d'un exode. Jusqu'au bout, Tignes aura lutté pour ne pas mourir. L'EDF, gentiment, a mis l'eau pour qu'ils partent. Et quand l'eau est arrivée au rez-de-chaussée, les derniers résistants sont montés à l'étage. Et puis à l'étage, eh bien, l'EDF s'est présenté avec des employés, avec des barques, pour leur dire on peut vous aider à évacuer ce que vous voulez évacuer, et évacuer vous-même, parce que l'eau va continuer à monter. Et c'est seulement après qu'on a mis les vannes définitives, on a revidé le barrage. Et on avait donc mis le barrage en eau, de façon prématurée, pour se débarrasser des tignards. Est-ce que, bon, même si c'est une vision cynique de l'histoire, mais est-ce que vous êtes d'accord pour admettre que malgré tout, il y a eu beaucoup d'argent, on me donnait le chiffre de 90 millions de nos francs versés en dédommagement. Il y a eu donc beaucoup d'argent qui finalement s'est retrouvé dans cette région et qui a donné naissance aux Tignes modernes. Non. Non, ils ont été indemnisés certainement au plus bas tarif. Et ils sont tous partis sans aucun espoir de retour, sauf quelques jeunes qui sont accrochés parce qu'ils trouvaient que et puis qui avaient gardé quelques propriétés autour. Alors c'est ceux-là qui, 5 ans après l'évacuation totale, ont rêvé d'une station qui a fini par pousser comme un champignon. Non, vous savez, que ce soit à l'époque ou que ce soit maintenant, chaque fois que vous avez affaire à l'État, vous pouvez vous dire que vous êtes grugé chaque fois. Hein, et ça... Dès l'instant où vous passez par l'expropriation, les domaines, etc., on vous met hors de chez vous avec les CRS, comme ça s'est passé ici. Hein, on vous donne ce qu'on a envie de vous donner, puis terminé. Il y a des gens, un monsieur qui s'appelait Planton, qui est parti, son argent a été déposé à la caisse des dépôts et consignations, il est mort comme ça, et son argent, il ne l'a jamais touché, en fait, parce qu'il plaidait toujours avec l'EDF. Hein, comme il est mort, que les plaidoiries n'étaient pas terminées, il n'a jamais touché son argent. Mais est-ce que les Tignards se sont bien défendus à l'époque ? Ils ont essayé de se défendre, mais comment voulez-vous défendre, hein? Le pot de terre contre le pot de fer. Hein? Ce qu'il y a toujours de plus dramatique dans toutes ces histoires-là, et ça a été plus dramatique encore à Tignes parce qu'ils étaient tous parents entre eux, et tous se soupçonnant, pensant que ceux qui étaient à la mairie étaient dans le secret des dieux, et pouvaient profiter, aller vendre, aller obtenir des prix plus élevés que les autres, et puis les autres qui n'étaient pas dans le secret des choses, qui apprenaient les choses au café,
ou dans les soirées, dans les veillées, etc., qui discutaient entre eux, ben, évidemment, alors tout le monde est venu à se soupçonner. Il y en a quelques-uns qui ont gardé ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns qui ne sont jamais revenus au pays et qui en ont voulu à leurs frères, soi-disant qu'ils ont mis ça sur le dos des uns des autres, que si personne n'avait vendu, ils n'auraient pas pu nous sortir. Et il y a des gens qui sont un peu têtus et qui s'en ont voulu toute leur vie. Hein. Parce que tous les anciens, ceux qui étaient vraiment les anciens ici, bon, ils ne sont pas revenus s'installer en haut, hein. Ils sont partis dans la nature, à droite ou à gauche. Quelques-uns de leurs enfants se sont réinstallés là-haut, mais quelques-uns de leurs enfants seulement. Donc le patrimoine a éclaté, hein, la vie de famille a éclaté. Il y a des familles très très unies en bas qui comptaient des familles nombreuses, voire 9 ou 10 enfants, qui du jour au lendemain sont trouvés complètement disséminés. Donc ça a complètement débloqué la vie de famille. Nous voulons avant tout accueillir et annoncer la présence du Christ. Et nous le faisons aujourd'hui sur cette terre de Tignes, où pour beaucoup parmi vous sont vos racines. Ici, vous-même, où vos anciens sont nés, ont joué, ont grandi, ont travaillé, ils ont été heureux et ils ont souffert. Ils ont construit un foyer et élevé leurs enfants en un mot. Ils ont aimé leur village. Vous avez quitté Tignes en 52, donc avec... À la mise en eau, oui. lorsque l'eau arrivait dans les caves. Ici, c'était le jeu de boules, ce qui est plus en contrebas, qui est plat. Et ici, le jardin d'agrément, avec une fontaine. C'est à peu près tout. Et là, de ce côté, qu'est-ce qu'il y avait là? Alors, la route nationale, la route qui passait, la route de Val d'Isère, l'entrée, la terrasse, et puis ensuite les champs de neige. Alors, devant les champs de neige, ce que je vous ai montré là où il y avait l'école de ski de M. Tournier, le rassemblement se faisait souvent là. Le tremplin, je crois qu'il faut que j'aille voir, j'ai un fusil qui est enterré au pied du tremplin, parce que j'avais eu des perquisitions au moment de ces Italiens parlent. J'avais enterré un fusil au pied du tremplin là-bas. Il faut qu'on aille voir. C'est lui encore, oui. Je sais où il est contre le mur. Comment ça se passe, madame, de revenir comme ça sur le lieu de sa maison? Il y a des serrements de cœur, vraiment. Et c'est pas beau avec toute cette boue. On le regrette. C'est pas facile. Même qu'on ait pris des cheveux blancs, on n'oublie pas. Évidemment, d'un côté, lorsqu'on voit Tignes aujourd'hui, qui est quand même une belle station, riche, tout ça, on peut se dire que maintenant, il y a une richesse qui est venue. Est-ce que vous trouvez que malgré tout, cette richesse ne compense pas ce qui s'est passé à l'époque? Ça ne peut pas compenser, c'est impossible. Mais enfin,
On ne peut pas dire que les gens de Tignes ne travaillent pas, ne sont pas bien. Il y en a qui ont bien fait des belles situations, bien sûr, mais ça ne nous remet pas. Notre ancien Tignes est fini, terminé. Voilà. À Tignes, le président de la République a inauguré le plus haut barrage d'Europe, celui aussi qui a fait couler le plus d'encre, car nul n'a oublié la lutte des Tignards pour protester contre l'inondation de leur vallée. Au cours de cette inauguration, le président de la République a prononcé un important discours dans lequel il a notamment déclaré: le peuple français est capable des efforts les plus difficiles, mais passionné de justice et d'égalité, il entend que les charges soient également supportées par tous et au seul profit de la nation.